Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle fois, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Analytech pour ce webinaire sur le dosage des métaux dans les produits cosmétiques. Aujourd'hui, nous avons opté pour une présentation déjà enregistrée, ce qui nous a permis de mieux illustrer les propos de Gaël Gervais, responsable du département Analytech. Néanmoins, cela reste un webinaire, donc il est nécessaire qu'il y ait de l'interaction. En bas de votre écran, vous avez un bouton discussion que vous pouvez activer pour poser toutes vos questions au cours de la présentation. Et donc, à l'issue de cette présentation, nous reprendrons le direct pour que Gaël puisse répondre à toutes vos questions. Donc, nous nous retrouvons d'ici une vingtaine de minutes. À tout de suite. Analytech, c'est un des labos de CCA Group. Associé à Cosmebac pour les analyses microbiologiques et Cosmepar pour les études tox, Analytech est dédié aux études physico-chimiques et analytiques des produits cosmétiques. Aujourd'hui, l'activité d'Analytech est répartie en 4 pôles d'activité distincts. Premier pôle, les mesures physico-chimiques. pH, viscosité, indice d'acide, indice de peroxyde, AW. Autant de prestations réalisées par Analytech pour ses clients qui ne sont pas dotés en interne. Deuxième pôle d'activité, les études de stabilité et de compatibilité. Il s'agit ici de stocker les produits en enceinte climatique pour du vieillissement accéléré, puis, à chaque échéance, réaliser les mesures et les dosages prévus dans le protocole, notamment la recherche d'éléments de migration issus du pack vers la formule. Troisième pôle du laboratoire Analytech, le dosage des actifs. C'est l'activité principale du laboratoire. De nombreux clients nous demandent de doser leurs conservateurs, les filtres solaires, les vitamines, les antioxydants à des fins de libération des lots. En effet, ils s'assurent que leurs produits contiennent les actifs aux bonnes concentrations avant de les libérer, tout comme ils le font pour la microbio. Quatrième pôle d'activité, le dosage des indésirables. À des fins de conformité réglementaire, de nombreux clients nous demandent de doser des éléments à l'état de trace, tels que les allergènes, les plastifiants, les nitrosamines et, c'est le sujet du jour, les métaux. Nous laissons maintenant la parole à Gaël Gervais qui va nous faire un état des lieux complet sur ce sujet. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Bienvenue à tous, je suis Gaël Gervais, le responsable du département Analytech. En tant que laboratoire d'analyse et conseil, nous accompagnons les professionnels de la cosmétique sur à peu près tous les dosages de métaux. Nous disposons d'un catalogue de technologies en interne ou en externe que nous nous proposons de mettre à disposition de nos partenaires pour couvrir effectivement tout ce qui se fait en termes de dosage des éléments métalliques. Clairement, ces dernières années, il y a une technologie, l'ICP, qui a été mise très en avant et c'est peut-être plus forcément le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, on souhaitait vraiment aussi faire le tour du périmètre sur ce sujet. De quoi va-t-on discuter ? Nous allons dans un premier temps voir les métaux en cosmétique en général, de quels éléments on parle, quelles sont les obligations réglementaires et d'où ils proviennent. Nous verrons ensuite un panorama des principales méthodes analytiques disponibles à ce jour pour doser tous ces éléments. On fera un focus beaucoup plus particulier sur la fluorescence X et on fera une petite conclusion sur l'ensemble de ces technologies. Avant toute chose, qu'entend-on par métal ou élément chimique? Quelle est cette différence? Il faut savoir que tous les métaux sont des éléments chimiques. Par contre, tous les éléments chimiques ne sont pas des métaux. Un élément chimique, tel qu'il est présenté dans le tableau périodique des éléments, est défini par un nom, carbone, oxygène, azote, cuivre, zinc, titane, bismuth, tout ce que vous voulez, un symbole, généralement une lettre, voire deux, et un numéro atomique. Ce qui définit un élément, c'est son numéro atomique, qui correspond très précisément au nombre de protons, 6 protons carbone, 7 protons azote, 8 protons oxygène, et ainsi de suite. Et enfin, un numéro qui correspond à l'isotope ou aux isotopes de l'élément en question, qui correspond au nombre de protons, de la somme proton plus neutron, de cet élément. Cela étant dit, qu'est-ce qui définit un élément chimique métallique d'un élément chimique non métallique? Eh bien, c'est globalement l'ensemble des propriétés physico-chimiques de ces différents éléments qui vont classer dans l'une ou l'autre des catégories. Cependant, la frontière n'est pas si bien tranchée que ça, et effectivement, un certain nombre de métaux seront ni l'un ni l'autre, ou dans une catégorie ou l'autre.
C'est pourquoi, globalement, la notion d'élément chimique, pour moi, est plus exhaustive ou plus vraie que parler de métaux, pas métaux. On va parler d'éléments chimiques. Quand on parle d'éléments chimiques, on aura tout le temps affaire à une forme de dualité ou de dichotomie, à savoir qu'il y a des éléments indésirables et des éléments actifs, voire souhaitables, qui peuvent être souvent les mêmes. Certains éléments sont même des actifs à l'origine d'allégations, de revendications pour lesquelles la présence est à confirmer. Par exemple, c'est le cas du titane, du zinc en tant que filtre solaire. Ça peut être l'aluminium sous forme de silicate d'aluminium dans les argiles. Un élément chimique peut ainsi être à la fois indésirable et souhaitable. Tout n'est qu'une question de quantité, de zone, de concentration, de cible, à l'image de la chimie en général. Si l'on parle d'éléments indésirables, le terme de métaux lourds nous vient très rapidement en tête. De quoi s'agit-il ? La définition historique des métaux lourds concerne les éléments chimiques pour lesquels la densité est supérieure à 5 grammes par centimètre cube. Comme on peut le voir aussi sur cette diapo, effectivement, il y a aussi des éléments historiques, toxiques, définis par, à l'époque, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, l'ADEME, comme étant les métaux toxiques, parmi lesquels on retrouve les très classiques, étain, plomb, mercure, arsenic, et ainsi de suite, mais également des métaux qui pourraient potentiellement poser d'autres problèmes, puisqu'on retrouve à nouveau le zinc, le titane qu'on évoquait juste avant. Si maintenant on s'intéresse au cadre cosmétique, le règlement européen précise dans son annexe 2 que 8 métaux, en rouge sur la diapositive que vous pouvez voir, 8 métaux sont interdits, et ce, quel que soit l'état sous lequel ils se trouvent dans les produits. 14 autres sont également interdits, mais en fonction de la forme sous laquelle ils se trouvent. Ce sont donc des oxydes très particuliers qui justifient d'une toxicité particulière. C'est le cas notamment du chrome, puisque le chrome hexavalent, le chrome 6, est extrêmement cancérigène et donc interdit quelle que soit sa concentration. A l'inverse, le chrome 3 est très utilisé comme pigment vert dans quasiment tous les maquillages. Petite particularité également du règlement cosmétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil défini sur l'interdiction ou non de tel ou tel métal. C'est du ressort de l'évaluateur de la sécurité. Si l'on se penche maintenant sur les origines, les sources des métaux ou des éléments chimiques d'intérêt dans les cosmétiques, d'où viennent-ils ? Globalement, la plupart des métaux proviennent d'éléments dits telluriques ou de matières premières telluriques naturelles, comme les argiles, les pigments, potentiellement des produits aussi d'origine pétrolière, comme certaines paraffines. Ça peuvent provenir également de substances végétales, comme les algues, notamment pour ce qui est de l'arsenic ou de l'iode. Et également, les eaux, par exemple, peuvent contenir des petites quantités de différents métaux sans forcément poser de préjudice particulier. On peut parler aussi d'origine synthétique, même si dans le cadre des éléments, il n'y a pas vraiment de synthèse des éléments chimiques. Les éléments chimiques se transforment et on ne peut pas les créer. Malgré tout, certaines substances dites synthétiques peuvent être des vecteurs d'éléments chimiques, notamment de métaux lourds. Je pense par exemple aux catalyseurs utilisés pour la synthèse de certains plastiques, l'antimoine, le palladium, le platine, le nickel, voilà, notamment peuvent être transportés via ces plastiques. Dès lors, quelles sont les méthodes d'analyse disponibles pour mesurer, identifier et évaluer la concentration des différents métaux ? J'aime faire une analogie assez spéciale, on va dire, entre le cubisme et la chimie analytique. L'idée du cubisme, c'est de multiplier les angles de vue pour rapprocher la réalité de quelque chose de complexe. C'est une forme de surréalisme, d'aller au-delà des apparences pour voir ou ressentir l'entièreté d'un objet et de tout ce qu'il signifie et de tout ce qu'il a comme bagage avec lui. En fonction de l'angle
là en l'occurrence pour la chimie de la technologie, on ne verra qu'une partie d'une réalité complexe. Il existe énormément de technologies qui permettent de doser les éléments métalliques dans les produits cosmétiques. Cependant, depuis quelques années, notamment depuis 2014, un rapport technique permet de lister les principales technologies utilisées en cosmétique pour doser ces éléments. Parmi ces méthodes, on retrouve la colorimétrie ou la titrimétrie, la spectroscopie d'absorption atomique, le plasma couplé inductif et enfin la fluorescence de rayonnement X. Concernant les méthodes colorimétriques ou titrimétriques dont je parlais à l'instant, il faut savoir que ce sont des méthodes qui ont été très utilisées pendant une période, beaucoup moins maintenant. Ce sont souvent des méthodes qui sont très spécifiques à un métal malheureusement, c'est-à-dire que si vous voulez doser 2, 3, 4, 5 métaux, il va falloir faire autant de dosages avec chacune une méthode très spécifique. Ce sont également des façons de travailler qui sont très sensibles aux interférences et en particulier ça pourrait être très problématique pour les produits colorés puisque c'est la base même de l'indicateur de la réaction, c'est la couleur. Or, dès qu'on va travailler sur du maquillage notamment, on a un très fort risque de mauvaise interprétation du résultat uniquement lié à la présence de ces pigments. Concernant la méthode suivante, il s'agit de la spectroscopie d'absorption atomique. Pour faire simple, et je vais essayer d'aller très vite pour ça, globalement, les éléments vont passer à l'état de gaz ou atomique, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus former de liaison et ça ne va plus être des molécules, grâce à une flamme. Et on va faire passer à travers cette flamme, donc à travers ces éléments à l'état atomique, un rayonnement qui va être partiellement absorbé par chacun des éléments en laissant une trace typique de chacun de ces éléments. Cette technologie, qui n'est plus toute jeune, mais qui continue d'être actuelle, on va dire, présente l'avantage d'être très très sensible, très spécifique. Par contre, elle ne va pas fonctionner pour tous les métaux. Il va souvent falloir diluer énormément l'échantillon, ce qui rajoute de l'incertitude. Et clairement, certaines matrices ne vont pas du tout être adaptées, et notamment certains des cosmétiques ne seront pas du tout adaptés à ce type de technologie. Troisième méthode sur laquelle nous allons passer un petit peu plus de temps et qui est actuellement peut-être la plus suivie, la plus utilisée, c'est l'ICP, le plasma couplé inductif. Très schématiquement, on aspire un liquide, on génère un spray. Ce spray, on va générer une décharge électrique, un plasma, un peu comme un éclair ou un arc électrique. Et l'idée, c'est qu'on va maîtriser un arc électrique constant plutôt que de faire des décharges ponctuelle, ça va être une décharge en continu. On va générer un état plasma, c'est-à-dire un état atomique ionisé de très très haute énergie. Et là, on va avoir deux solutions. Soit on mesure le rayonnement qui est émis par ce plasma, c'est le principe de l'ICP-AES, donc d'émission atomique. Soit on va récupérer l'élément chimique ionisé et l'envoyer vers un spectromètre de masse, c'est l'ICP-MS. Précision complémentaire, pour fonctionner, l'ICP a besoin que les éléments soient en solution, solubles. Et pour ce faire, la technologie consiste à minéraliser, digérer complètement l'échantillon pour en libérer les éléments métalliques à l'intérieur. En fonction du type de minéralisation qu'on va faire, on va générer finalement des solubilités différentes. Et donc, on va impacter le résultat énormément en fonction de la puissance de la minéralisation. Et là, vous avez un catalogue très grand. Chaque laboratoire a sa propre cuisine, j'allais dire, sa propre recette pour obtenir la minéralisation qu'il souhaite. Et c'est très dur d'obtenir un consensus sur quelle est la bonne minéralisation, puisque finalement, il n'y en a pas. Tout dépend du niveau d'information que vous souhaitez obtenir. Très rapidement, deux exemples pour illustrer l'impact de la minéralisation sur le résultat en ICP. Vous voyez sur la partie haute, le tableau, notamment sur les dosages d'oxyde de zinc et dioxyde de titane, qu'en fonction du type de minéralisation, acide nitrique en conteneur ouvert, acide fluorhydrique en conteneur ouvert ou le mélange des deux acides mais à l'aide d'un système micro-ondes, qu'on obtient des résultats très différents
qui, en termes d'exploitation et de conformité, vont être très durs à exploiter. De la même manière, sur des recherches d'éléments traces, on peut avoir un impact vraiment significatif de la minéralisation sur l'expression du résultat et notamment sur sa conformité. Que faut-il dès lors retenir de l'ICP et de l'ICP-MS pour le dosage des métaux en cosmétique? Globalement, c'est une méthode très spécifique qui permet de doser presque tous les éléments du tableau périodique. On est sur une méthode qui, en fonction des technologies, mais est quand même très sensible, qui permet de descendre à des niveaux de concentration très bas. Malgré tout, il y a des petits défauts. Notamment, il va falloir extrêmement diluer les échantillons pour pouvoir doser les substances en très grande quantité, comme les actifs, que sont notamment l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Ce qui fait que ça va rajouter de l'incertitude. Ce sont des méthodes, comme la spectroatomique aussi, qui sont destructives, c'est-à-dire que l'échantillon n'est pas récupérable à l'issue de l'analyse. Ce sont également des méthodes pour lesquelles la minéralisation va avoir un impact énorme sur les résultats et notamment sur sa reproductibilité dans le temps. Et ça va jouer également sur le délai d'analyse puisque ce sont des étapes indispensables qui prennent beaucoup de temps et qui forcément ont un certain coût. Et en outre, pour ce qui est des cosmétiques, le mercure est analysé à part, c'est-à-dire que l'ICP n'est pas la méthode de choix pour le dosage du mercure. Dernière méthode à notre disposition, la fluorescence X. Comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple. On va bombarder les atomes avec un rayonnement de haute énergie, les rayons X, qui vont éjecter un électron de la couche électronique de chacun des éléments chimiques. Et après, je vais avoir une recombinaison, une restructuration, un réarrangement des électrons, des couches électroniques qui vont libérer de l'énergie, donc un rayonnement, une lumière typique du réarrangement des électrons. Chaque atome ayant son propre arrangement électronique, on va avoir un certain nombre de raies d'émission qui sont typiques de chacun de ces éléments. C'est le principe de la fluorescence. Ce que l'on obtient avec la fluorescence X, c'est une combinaison complexe de spectres, un spectre très complexe avec énormément d'éléments qui sont superposés les uns des autres. Et ce qui fait le renouveau de cette technologie X historique, c'est justement cette capacité qu'on a désormais avec certains outils informatiques de faire une déconvolution du signal qui permet vraiment d'exprimer très finement la concentration de chacun de ces éléments. Il est important aussi de garder en tête que c'est une méthode qui nécessite un regard humain et une validation par un opérateur doué d'une certaine expérience et d'une certaine expertise pour valider ces résultats-là. Et également, il est possible de regarder les résultats à travers un prisme, vraiment celui des cosmétiques, en faisant apprendre à la technologie ce qu'est un produit cosmétique et ses spécificités. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette technologie, la fluorescence X, pour les produits cosmétiques? Il n'y a pas de préparation d'échantillons, il n'y a pas de dilution, c'est extrêmement rapide, puisqu'en 5 à 20 minutes d'acquisition par échantillon, on a un résultat complexe. C'est finalement très simple et non destructive, c'est-à-dire que l'échantillon qui sert à l'analyse peut être récupéré en l'état, celui-là et pas un autre, pour potentiellement faire des analyses complémentaires ou différentes, ou carrément des dosages de conservateurs ou de filtres UV si vous le souhaitez. Uniquement 5 grammes d'échantillon suffisent. Et on a des limites de détection de l'ordre du ppm qui sont largement suffisantes pour une prise de décision toxicologique ou un rappel de l'eau ou du libératoire de ce type-là. Forcément, il y a des inconvénients. On a un risque d'interférence sur certaines matrices minérales très chargées, donc notamment certains pigments, mais pas tous, mais certains présentent des problèmes d'interférence. On a une sensibilité qui n'est pas exceptionnelle au regard des autres technologies, mais comme je disais, qui est quand même suffisante pour une prise de décision. Il faut être très attentif à l'homogénéité des échantillons. C'est une technologie qui est très sensible à potentiellement un gradient de concentration dans l'échantillon. Donc, pour avoir vraiment une image importante, il faut que le produit soit absolument homogène. Et autre petit détail, il faut une PCR, donc ça n'a rien à voir avec les tests anti-Covid. Mais une personne
compétentes en radioprotection, ce sont des rayons X, comme la radiologie ou voilà, les contrôles de surface. Et donc, il faut une personne désignée auprès des autorités comme référente sur cette technologie-là. Les applications préférentielles de la fluorescence X sont avant tout les actifs en présence, et notamment les produits solaires, l'oxyde de zinc, le dioxyde de titane. On peut voir sur la diapositive qui est présentée actuellement que dans 95% des cas, on peut libérer les lots de produits solaires en 1 à 3 jours ouvrés, sans difficulté, là où les autres technologies vont prendre beaucoup plus de temps et pas forcément avec un taux de libération aussi élevé. Donc clairement, c'est la méthode de choix de libération des produits solaires, tout en gardant en tête la question d'homogénéité dont je parlais juste avant. Les applications de la fluorescence X. De manière générale, c'est une technologie qui s'applique pour le dosage des actifs. Donc, qui dit des actifs, dit notamment les actifs solaires. Bien sûr, les solaires. Le titane, le zinc, ça marche extrêmement bien. On a une libération de 95% des lots en 1 à 3 jours. Alors que pour les autres technologies, il faut beaucoup plus de temps. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, que l'on ne se limite pas qu'au solaire. Autre application majeure, le dosage des 6 métaux lourds classiques de la cosmétique, nickel, arsenic, cadmium, plomb, mercure et antimoine. Cette technologie permet sur la plupart des matrices légères un dosage de ces 6 métaux au niveau du ppm, donc ce qui est largement suffisant pour un évaluateur de la sécurité pour signer son dossier, en 1 à 3 jours ouvrés. Ça permet de screener toute une gamme de produits en un temps record. Pour conclure, les métiers de l'analyse évoluent, ils évoluent vite. Ils évoluent parce que le milieu de la cosmétique évolue lui aussi, très très vite. Les formules d'aujourd'hui ne sont plus celles d'il y a 5 ans et le process de référencement des matières premières est devenu extrêmement court. Ils font donc des méthodes diverses, multiples, qui vont permettre de répondre à tous ces changements avec des angles de vue différents. Vous l'aurez compris, pour ce qui est du dosage des métaux, on a 2 technologies préférentielles, l'ICP et la FluoX. Mais ce n'est pas tout. Il y a effectivement d'autres méthodes qui sont aussi adaptées. La compétence et notre engagement en tant qu'Analytech, c'est de vous orienter vers la bonne technologie qui répond à vos besoins et à vos attentes. Très bien, merci beaucoup Gaël pour cette présentation. Donc, cette vidéo sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube disponible sur cca-group.fr. Mais dès à présent, donc, je vais entamer la séquence de questions-réponses où Gaël pourra apporter quelques éclairages complémentaires. Donc, Gaël, hop là, je te laisse la parole. On nous pose souvent cette question. Est-ce que le dosage des métaux lourds par FluoX est aussi fiable que s'il était fait en ICP? Alors, oui. Après, tout dépend de la question de qu'est-ce qu'on appelle fiable et la notion de fiabilité. Si on parle de fiabilité en termes de reproductibilité, comme je le disais dans la présentation, la FluoX présente cet avantage d'avoir un traitement d'échantillons très simple qui fait qu'on peut obtenir très facilement des résultats reproductibles dans le temps. Donc à ce niveau-là, la fiabilité entre guillemets est très bien. Après, si on parle en termes de fiabilité, de capacité de détection à des très faibles niveaux, ce qu'on disait aussi, ce qu'on présentait, c'est qu'effectivement, là, les 2 technologies, elles s'opposent un petit peu, parce qu'il y en a une qui permet d'aller vraiment sur des concentrations très très basses, l'ICP, et la FluoX qui reste à un niveau de concentration bas, mais qui ne permet pas de descendre aussi bas non plus. Ok, donc tu parles de seuil de détection, mais est-ce qu'il y a des seuils réglementaires qui sont établis pour cette présence de métaux lourds dans les produits cosmétiques? Et qui décide justement
des limites maximales autorisées dans un produit pour qu'il puisse aller sur le marché? Alors, après, c'est toujours un peu c'est une vaste question, la notion de limite sur la tolérance, on va dire, des métaux lourds. Actuellement, il n'y a pas de seuil réglementaire en Europe. Dans le règlement européen, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de concentration. Dans d'autres régions du monde, ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, en Asie ou éventuellement dans des pays très spécifiques, avec des réglementations spécifiques, on peut avoir des seuils qui sont déterminés. Mais pour ce qui est de l'Europe, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas de seuil établi, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher extrêmement bas. Ce qui va définir l'acceptabilité, ça reste l'évaluateur de la sécurité, celui qui va signer le dossier. Il n'y a que lui qui a la capacité à juger de la tolérance, voilà, du niveau de concentration et de sa dangerosité. Et je reprends justement une des questions du chat. De Julie Kern, oui. Julie, vous avez raison. En Allemagne, il y a des seuils qui ont été établis sur la base d'une norme existante qui a déjà quelques années. Une norme nationale. Mais voilà, qui s'applique au marché allemand avec une technologie qui lui est propre et une minéralisation qui lui est propre. D'accord, avec une méthode complètement décrite. Voilà, c'est ça. OK. Et donc, on parle de seuil et de limites. Donc, comment est-ce qu'au Labo Analytech, Gaël, toi et tes équipes, vous avez pu déterminer les limites de quantification, les LOQ, sur les produits cosmétiques avec cette technologie de la FluoX? Comment vous y êtes pris? Alors, pour ce qui est de la FluoX, il y a des limites de quantification qui sont établies en général par le fabricant, le fournisseur de l'appareillage. Mais ces limites, elles ne sont pas spécifiques à un type d'échantillon particulier. Donc, ce qui est notre cas à nous, vu qu'on ne travaille que sur les cosmétiques, il a fallu qu'on établisse des limites qui soient pertinentes là-dessus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de notre position de laboratoire de contrôle pour comparer sur plusieurs centaines d'échantillons des résultats en fluorescence X avec des dosages en ICP masse ou en ICP optique. Et donc, en comparant ces résultats-là, puisqu'il n'y a pas vraiment il y a très peu de matériaux de référence, on a pu faire cette comparaison et établir donc des seuils à partir desquels on considère qu'on on enlève la probabilité de faux négatifs, notamment au niveau de 1 ppm pour la plupart des métaux en fluorescence X. On a une question sur le chat qui demande si l'analyse des produits est réservée aux produits finis cosmétiques avant leur libération sur le marché, ou bien aux matières premières qui sont susceptibles d'en contenir. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage là-dessus? Alors, en termes d'obligation, l'obligation, il n'y en a qu'une, c'est de mettre sur le marché des produits sûrs pour la santé. Donc, à ce niveau-là, j'allais dire, il faut essayer de favoriser ou privilégier plutôt les produits finis en termes de contrôle. Malgré tout, dès lors qu'on va retrouver des métaux, parce que c'est le cas, on trouve souvent des traces de métaux, il faut peut-être aller chercher du côté des matières premières l'origine potentielle pour essayer d'isoler un peu la source de métaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si, je crois. Une autre question pour savoir qui choisit la méthode de dosage. Donc, je vais peut-être y répondre. Donc, dans le cadre d'Analytech, il y a en fait plusieurs possibilités. Soit le client dit « moi, je veux un dosage en ICP pour telle et telle raison, parce que le donneur d'ordre final a imposé cette méthode ou des habitudes. » Donc, c'est le client qui décide, ou autre solution, le client n'a pas de prérogatives sur la méthode, par contre, il a des prérogatives sur les seuils minimales à doser,
auquel cas, soit ça autorise les deux méthodes, soit ça exclut une des deux méthodes. Donc, si ça autorise les deux méthodes, la première intention, c'est de passer les dosages en FluoX parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, le client a ses résultats plus rapidement. Au bout de quelques heures ou après le dosage, on voit si le résultat est totalement exploitable. Si on a du mal à exploiter le résultat parce que la galénique n'est pas tout à fait compatible à la FluoX, à ce moment-là, on l'envoie sur la deuxième méthode en ICP masse ou ICP AES avec un délai cette fois un peu plus long. Alors, excusez-moi, je vais essayer de remonter le fil des questions. Alors, quels seraient les métaux lourds à rechercher sur les produits make-up, s'il y en a des spécifiques? Alors, est-ce qu'il y a des produits spécifiques au make-up? Sûrement. Effectivement, le maquillage, du fait de très forte teneur en pigments, sachant qu'il y a beaucoup de pigments qui sont d'origine, ce sont des minéraux transformés, donc, qui vont contenir beaucoup d'éléments chimiques différents. Cette spécificité, on va dire, du maquillage fait qu'on pourrait aller chercher beaucoup d'éléments chimiques lourds dedans. Malgré tout, vu qu'on ne peut pas chercher partout, tout le temps, il faut peut-être déjà se concentrer sur les 6 métaux, ce qu'on appelle classiques, à minima ces 6-là, puisqu'il y en a 2 autres qui sont, on va dire, obligatoires, qui seraient l'uranium et le néodyme, mais dont l'occurrence est tellement faible que ça ne présente pas grand intérêt d'aller les chercher. Donc, on a dit nickel, arsenic, cadmium, plomb, mercure et antimoine. Et en plus, dans le make-up, peut-être effectivement, il y a des éléments comme le cobalt, le bismuth. Alors, bismuth, je dis de bêtises un peu, parce que le bismuth, on va en trouver dans beaucoup de paillettes et de mica. Pareil pour le chrome. C'est très particulier dans cette optique-là. Donc là, il faudrait aller vers des technologies de spéciation, mais qui sont différentes de la FluoX. C'est encore différent de l'ICP, parce que là, voilà, on rentre dans un niveau de spécificité beaucoup plus pointu. Voilà. Okay. Mais sinon, globalement, le cobalt à rajouter, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est les principales demandes qu'on a pu avoir. Les teints, historiquement, il y avait des pigments blancs à base d'étain, donc ça peut être intéressant d'aller le voir, mais pareil, son occurrence est devenue extrêmement faible. Il y a une question intéressante de Eve Bazar qui demande si, à l'instar des éléments de migration que peuvent être les plastifiants ou autres, est-ce qu'il est intéressant de faire un suivi du dosage des métaux lourds lors de le stockage et la durée de vie du produit, soit en conditions accélérées, soit en conditions réelles. Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce qu'il y a une évolution à observer? Alors, oui, effectivement, il y a un intérêt, puisqu'on disait que l'origine de certains métaux, notamment, on peut avoir les plastiques, certains plastiques d'emballage. On pense souvent au PET notamment, hein, qui peut contenir des traces de certains catalyseurs de polymérisation, donc antimoine notamment. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Après, typiquement, ce n'est pas forcément le type de recherche à mettre en œuvre sur toutes les études de stable. L'idée, c'est de qualifier un matériau qui sera le même, de favoriser toujours le worst case, c'est-à-dire les formules les plus agressives pour le pack, donc celles qui ont soit des pH un peu extrêmes, soit des solvants un peu forts. Donc là, c'est plutôt en maquillage ou parfum ou produits démaquillants, pardon. Des peelings, des choses comme ça. Des choses comme ça, ceux-là auront peut-être plus tendance à abîmer l'emballage et donc à libérer les métaux qui peuvent être contenus dans le plastique qui sert d'emballage. Et de la même façon, favoriser plutôt les petits emballages, parce que le rapport masse-surface est plus défavorable sur ces produits-là.
Ok, donc comme pour les éléments de migration, il faut bien réfléchir, faire un plan d'études et maximiser la collecte d'informations sur les worst case afin de les étendre sur les produits à plus faible risque. Une autre question, donc on avait répondu tout à l'heure, la méthode fluo est-elle aussi précise que la méthode ICP? Ça rejoint un tout petit peu la question sur la fiabilité auquel tu as répondu. Néanmoins, il y a un deuxième effet qui se coule dans cette question, c'est que on nous dit, donc un de nos fournisseurs indiquait que la méthode fluo était semi-quantitative. Est-ce que tu peux répondre très facilement par oui ou non? Est-ce que c'est une méthode semi-quantitative, qualitative ou quantitative? Alors, justement, c'est une méthode quantitative. Nous, on l'utilise comme telle parce qu'on a qualifié, si vous voulez, l'aspect quantitatif. Par défaut, effectivement, historiquement, la méthode FluoX était plutôt considérée comme semi-quantitative. Mais ça, on peut passer au-delà de cet aspect semi-quantitatif uniquement en qualifiant, en passant un certain nombre d'étalons, de standards qui vont permettre de recadrer et vraiment de spécifier la méthode FluoX pour les cosmétiques. Et là, c'est là où il y a tout l'intérêt de le faire en cosmétique sur différents types de galéniques. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, voilà. Donc, méthode quantitative, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'utilise chez Analytech. Et depuis presque un an que cette méthode est disponible, on arrive à quantifier. Et comme on le disait tout à l'heure, si toutefois il y avait un échec sur une galénique, eh bien, on passe sur une autre technologie, sans doute plus adaptée. Donc, ça me permet de faire le lien avec la question suivante, qui nous demande de rappeler, Gaël, est-ce que tu peux rappeler donc, quelles sont les galéniques spécifiques à chaque méthode? Donc, peut-être faire un cas général par rapport aux produits cosmétiques les plus fluides versus les plus minéraux ou les plus minéraux. Et peut-être rappeler aussi que de temps en temps, il y a des exceptions. Alors, c'est très compliqué d'avoir une grille de lecture, on va dire simple, qui dirait tel produit, telle méthode, c'est ce qui marche. Il faut garder en tête un peu comment fonctionne chacune des méthodes. Globalement, quelle que soit l'ICP, la fluo, l'absorption atomique, un échantillon organique sera beaucoup plus simple à analyser, plus facile à analyser. Donc, quand je dis organique, c'est le principal composant organique, c'est l'eau. Même si on peut débattre sur le côté organique de l'eau, c'est-à-dire que tout ce qui va être composé essentiellement des éléments carbone, hydrogène, oxygène, azote vont être des molécules relativement faciles à minéraliser et qui vont permettre de voir ce qui est contenu dedans. Je ne sais pas si la réponse elle est facile ou pas. Donc ça se passe, ce qui fait que quelle que soit la technologie, ça va marcher assez bien. Donc tout ce qui va être lotion, émulsion, je sais pas, des savons par exemple, des choses comme ça, tout ça c'est des gels douche, les shampoings, c'est les parfums. Les parfums, voilà, typiquement, ça c'est pas forcément que de l'eau, effectivement, ça peut être de l'éthanol, mais tout ça, on est vraiment sur une base carbone, hydrogène, oxygène, potentiellement azote. Ça va s'analyser très très bien. Par la FluoX. Par la FluoX, par l'ICP aussi. C'est juste que l'ICP, on va un peu utiliser la grosse artillerie pour pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Après, effectivement, ça devient plus compliqué, c'est quand on rajoute des minéraux, des substances minérales qui vont être soit plus compliquées de minéraliser, ce qui fait que même en ICP, ça va commencer à devenir plus compliqué, soit en FluoX, elles vont être moins transparentes. C'est-à-dire que le rayonnement X aura moins tendance à pénétrer à l'intérieur de l'échantillon. Et donc, quand il va ressortir, il transportera moins d'informations. Et donc là, dès qu'on commence à avoir effectivement des argiles, qu'on commence à avoir une très forte charge en pigments, donc les pigments, en maquillage, ça commence à devenir problématique,
mais sachant que ça peut être aussi à la base sur certains produits solaires ou autres, là, ça peut être problématique. Mais sauf si l'élément est majeur, cadre de l'oxyde de zinc et du dioxyde de titane, où là, à l'inverse, ça se passe très bien, parce que on va dire le rayonnement X, il passe très vite dans l'échantillon et il ressort très vite avec toute l'information nécessaire de ce qu'il a rencontré, en l'occurrence essentiellement du titane et du zinc. Donc, pour résumer un peu le propos de Gaël, de manière sans être trop chimiste, les échantillons extrêmement fluides, généralement, sont toujours adaptés à la Fluo X. Dès qu'on a quelque chose de très chargé en pigments, on fait toujours un premier passage en Fluo X. Si l'information est trop grossière ou trop brouillonne ou masque d'autres informations, à ce moment-là, on va vers la technologie de l'ICP, où, comme l'a rappelé Gaël par la présentation, la phase de minéralisation va exploser complètement le produit afin de pouvoir doser chacun de ces éléments. Donc, justement, une question complémentaire à ce sujet, c'est quand on trouve des résultats avec des présences extrêmement fortes en métaux lourds, en Fluo X, quelle est notre stratégie? Est-ce qu'on refait systématiquement avec une autre méthode? Est-ce qu'on envoie des résultats avec des présences très fortes? Et puis, j'élargis un peu la question. Comment on traite ces résultats hors spécif? Bonne question. Alors, il faudrait voir ce qu'on appelle sur des taux très importants. Mais globalement, dès lors qu'on va avoir une présence à un taux, à une concentration qui aura été établie comme non conforme, donc là, ce n'est pas nous qui définissons ça, hein, c'est les clients. En l'occurrence, souvent, ce sont les experts toxicologues de nos clients. Si on vient à avoir une non-conformité par rapport à ces critères-là, en général, on va la confirmer avec effectivement une autre technologie, ou au moins venir à, avoir une deuxième valeur qui vient… Qui confirme ou qui infirme. Qui vient soutenir le dossier du client. OK. Voilà. Question qui rebondit sur la première question de Julie Kern. Quelle est la méthode utilisée en Allemagne? Est-ce qu'on parle d'une minéralisation totale de l'échantillon? Alors, il me semble que c'est une minéralisation forte. Alors, est-ce qu'on peut dire totale? Je ne crois pas, parce que de tête, c'est le même type de minéralisation que ce qui est prévu dans le projet de norme actuel, qui doit être une base d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, je crois. Et donc, c'est une minéralisation qui est assez forte, mais qui n'est pas encore au niveau maximum. Donc, pareil, souvent, ces normes-là, si on regarde bien à quoi elles s'appliquent, on voit clairement que les produits très fortement chargés en minéraux sont exclus finalement de ce type de normes, parce qu'on sait que là, on rentre après dans un domaine qui devient très spécifique à chaque labo, et ça devient assez compliqué d'avoir des résultats consensuels. Okay. Et cette norme allemande, c'est une norme qui était dédiée aux produits cosmétiques initialement, ou la méthode en tout cas, est-ce qu'elle était dédiée aux produits cosmétiques, ou parfois on a des héritages de l'agroalimentaire ou autre? Elle est plutôt issue effectivement d'un héritage, alors je ne sais plus si c'est agroalimentaire ou c'est surveillance des produits du marché. D'accord, ouais, plutôt une norme générale. Générale, okay. Voilà. Mais qui a été du coup transposée à l'industrie cosmétique. Question, à votre connaissance, y a-t-il des composés chimiques qui perturberaient l'analyse, par exemple des polymères ou des charges? On y a répondu un tout petit peu tout à l'heure. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des choses. Les polymères en général, si on est sur des polymères organiques simples, pas trop, quelle que soit la technologie, normalement, ça reste une substance organique, donc ça se passe plutôt bien. Après, effectivement, dans les produits de charge, ça dépend du type de charge, mais si on a des charges minérales, comme ça se fait pas mal avec des oxydes
de zinc ou du dioxyde de titane aussi. Hein, il n'y a pas qu'en filtre solaire que c'est utilisé. Là, effectivement, ça peut être un petit peu plus compliqué de minéraliser. Voilà, ça peut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit qui peut être gênant? Effectivement, dans les pigments, nous, ce qui peut être identifié, c'est les oxychlorures de bismuth, donc certains micas de synthèse, qui peuvent être problématiques. Ce n'est pas tant qu'ils gênent la minéralisation ou le dosage, mais effectivement, ils viennent perturber, nous, en fluorescence X. Potentiellement, la présence de plomb peut être gênée par ça, et dans une moindre mesure, les oxydes de fer. Mais là, ça se passe plutôt bien. Ok. Autre question, moins technique, mais plus économique, puisque money is the key. La différence de prix est-elle significative? La principale différence, hormis la technologie, c'est le délai. Évidemment, ça va plus vite en FluoX, il y a moins de préparation, donc c'est une technologie, on va dire, immédiate. Et la différence de prix, ça va dépendre surtout, comme pour beaucoup d'analyses, des volumes analytiques que nos clients nous confient. Plus on a de séries importantes à lancer en même temps, plus économiquement on va pouvoir faire des économies d'échelle et en faire profiter nos clients. Donc, il est évidemment possible d'avoir des optimisations économiques sur la fluorescence X plus que sur l'ICP. Alors, question très intéressante, j'attendais qu'elle vienne, je pensais même un peu plus tôt. Existe-t-il un projet de norme internationale qui qualifierait et normaliserait les méthodes de préparation de l'échantillon de dosage des métaux lourds? Donc là, je laisse répondre Gaël, c'est une actualité très chaude. Donc, il va vous dire justement s'il y a des éléments sur quelles méthodes sont décrites dans cette norme et ce que nous dit cette norme. Alors, il y a actuellement 3 projets de normes au niveau du TC 217, donc du groupe de travail de normalisation internationale sur les produits cosmétiques. Il y a un projet de norme qui est quasiment abouti en ICP, en ICP-MS pour doser les métaux à l'exception du mercure, et qui prévoit effectivement une minéralisation standard qui puisse être appliquée par tous les labos ou presque. J'avais une diapo qui en parlait un petit peu. Il faut savoir que ce n'est pas forcément la minéralisation la plus forte qui a été retenue, essentiellement pour des raisons de mise en œuvre qui sont peut-être un peu plus faciles pour l'ensemble des laboratoires, avec une combinaison d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique, il me semble. Donc, c'est pas mal. L'avantage, c'est que tout le monde aura un petit peu cette référence-là, qui permet de doser des éléments à l'état de trace. Là-dessus, c'est pas mal. Par contre, effectivement, elle est à réserver aux produits légers, pareil. Okay. C'est-à-dire que des produits très, très fortement chargés en substances minérales alors, il y a des choses, c'est organique et minéral à la fois, notamment s'il y a des silicones, par exemple certains mascaras waterproof ou autres, certaines substances qui sont très, très, très résistantes à la minéralisation, hein, qui peuvent être organiques, ne vont pas trop s'appliquer à cette norme-là. Je pense que notamment certains rouges à lèvres ou autres qui utilisent des paraffines, des paraffines ou des cires microcristallines, des cires solides, pourraient potentiellement être mal ou pas très très bien minéralisées avec cette technologie-là. Ok. Voilà. Donc, tu me corriges si je résume mal le propos. La norme, elle est intéressante parce que c'est un consensus ou un compromis qui est une base qui va pouvoir s'appliquer. Par contre, comme tu le disais dans la présentation et dans les questions, les galéniques sont tellement différentes, réagissent de manière tellement différente qu'il est possible qu'en appliquant strictement cette norme, on soit peut-être moins disant que les méthodes actuelles ou moins précis, ou je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, que ce qui est fait actuellement. Et d'un autre côté, pour certains produits, peut-être la minéralisation serait trop forte et du coup donnerait des résultats un peu différents avec les technologies qu'on utilise actuellement. C'est à peu près ça ou... C'est ça, tout à fait. C'est un petit peu le
l'avantage et l'inconvénient, hein, c'est que si on se met d'accord sur une méthode au niveau international, on s'est mis d'accord, c'est un consensus, et comme tout consensus, eh bien, il y a un certain nombre de cas qui ne rentreront pas dans ce consensus-là. Donc, peut-être à réserver sur vraiment des dossiers un peu particuliers qui seraient en contre-analyse internationale ou des choses comme ça en termes de discussion, en gardant à l'esprit qu'on ne verra pas tout avec cette norme-là. Ok. Rebond sur les fameux seuils de la législation allemande. Question de Morgane Pedron qui demande si Analytech réalise ses tests selon cette norme ou est-ce qu'on fait des choses qui sont légèrement adaptées. Alors, nous, actuellement, on ne fait pas les tests selon cette norme-là. Tout simplement parce que le gros de notre portefeuille client a des demandes qui s'appliquent sur des choses plus internationales. Et donc, on ne le fait pas là-dessus. Après, il faut savoir qu'effectivement, les choses sont assez proches techniquement. Donc, voilà, quand les clients nous adressent des échantillons pour rentrer en conformité ou parce qu'ils ont été contrôlés sur le marché allemand et on leur demande d'apporter des preuves de l'innocuité ou de la non-présence de ces éléments, ce qui est fait, c'est qu'on fait un dosage par ICP avec une minéralisation qu'on fait actuellement, enfin normalement sur les produits, qui n'est pas strictement celle de la norme allemande, si j'ai bien compris, Gaël, mais qui s'en approche. Oui, c'est assez proche, effectivement, sachant que la minéralisation qu'on fait effectuer, elle est plutôt forte. Hein. Elle est un peu plus disante que moins disante à ce niveau-là. Même chose aussi pour aller plus loin, puis citer un peu en exemple des clients qui auraient été confrontés à cette norme et qui auraient voulu faire des dosages selon cette norme. On a pu leur apporter des éléments de réponse contradictoires qu'ils ont pu donc opposer à l'administration allemande et donc lever les doutes et commercialiser les produits. Donc, ça, sans appliquer strictement la norme, ça a pu être recevable et accepté par les autorités du marché allemand. Alors, je regarde s'il y a encore quelques questions. Ah voilà, très bien, je vais rebondir. Merci Émilie Bonny. Date de publication de cette norme, Gaël? Est-ce qu'on en sait plus? Je ne l'ai pas exactement, mais effectivement, ce sont les tout derniers commentaires avant publication. Donc, il est probable que pour fin 2021, on ait publication de la norme. Ça doit être 21 392, je crois. Ok. Voilà. Donc, j'avais encore une question, parce qu'on on a eu beaucoup de questions sur le dosage des métaux lourds avec les recherches sous forme de traces. Tu as évoqué pendant la présentation que cette technologie, la FluX, est très adaptée au dosage d'éléments tels que les filtres solaires minéraux, que sont le TiO2, le ZNO. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur comment ça se passe et quelle est l'incertitude de mesure sur ces deux éléments? Donc, pour ces deux éléments, ça se passe très bien. C'est peut-être ce que je vais dire, mais effectivement, là, c'est très, très indiqué dans le sens où, en un temps record, on arrive à obtenir des résultats extrêmement fiables. L'incertitude par défaut retenue pour l'instant est de plus ou moins 15%, ce qui laisse des incertitudes relativement élevées. On travaille à affiner ce pourcentage-là, mais il faut savoir que c'est relativement peu au regard justement des autres technologies, parce qu'on n'a pas besoin de diluer l'échantillon de la même façon. Et effectivement, ça paraît pas forcément évident comme ça, mais c'est quand on a des méthodes qui permettent de descendre à des concentrations très très bas, le fait de devoir diluer les échantillons pour les amener dans ces plages de concentration-là, eh bien, ça rajoute énormément d'incertitudes, puisqu'on va reporter les incertitudes tout du long de la phase de dilution. Et donc, là-dessus, ça marche bien. Et ce que j'ai, par contre, la seule limite, effectivement, c'est la notion d'homogénéité. La fluorescence X
va pas aimer les échantillons qui ont tendance à sédimenter. Je ne sais pas si le terme est clair. Ça nécessite un protocole d'agitation spécifique de l'échantillon juste avant la mise en analyse qui est faite donc juste après. C'est ça. OK. Je pense que je suis arrivé à la fin de la séance questions-réponses. Donc, dès à présent, sur le site cca-group.fr, vous avez sur la chaîne YouTube la présentation de Gaël en vidéo. Ah, une petite question, je vois. Tous les filtres solaires. Alors, les minéraux, il y en a 2. Donc, ça, c'est en FluoX. Et tous les filtres solaires organiques, eux, sont dosés, évidemment, même chose en 72 heures, en HPLC UV, sans difficulté. Tous les filtres autorisés. Puisque c'était aussi d'actualité, leurs éléments de dégradation, je pense à la fameuse octocrylène benzophénone. Donc, ça, c'est dosable aussi en 72 heures, mais par une autre technologie, j'allais dire plus classique, HPLC UV, sans difficulté. C'est des dosages de routine chez Analytech. Donc, merci à tous. Donc, comme je vous disais, la vidéo de cette présentation est disponible sur la chaîne YouTube de cca-group.fr et puis tous les autres webinaires que Gaël a pu animer sont présents aussi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Toutes vos questions par mail, soit via le mail de Gaël, soit via directement par le service commercial à l'adresse adv@cosmepar.fr, n'hésitez pas. Et puis, on vous invitera lors d'une prochaine session sur un autre sujet avec grand plaisir. À bientôt, bonne journée. Merci, au revoir.